des menteurs de Montrabo existe depuis 1748. Ça y est écrit sur la pierre de vérité. Elle fut fondée par des bourgeois désœuvrés du village et des alentours qui se réunissaient le dimanche matin sur la place du village pour compter les faits de l'actualité. Mais certains d'entre eux, sûrement, à court d'histoires vécues, inventaient des histoires de toutes pièces, ce qui fut la réputation des menteurs de Montrabo. Et la preuve irréfutable de la fondation de cette académie se trouve sur des lettres patentes aux archives départementales. Au dire de ces lettres, l'académie accueille tous les menteurs, hableurs, autres personnes désœuvrées, qui s'exercent dans le bel art de mentir finement, sans porter préjudice à autre qu'à la vérité. L'Académie des menteurs s'est arrêtée jusqu'en 1972. Ça a repris après la guerre, mais ça s'est arrêté. Et en 1972, les Montcravelais ont décidé de restructurer complètement l'Académie des menteurs. Et depuis ce jour-là, tous les ans, le premier dimanche du mois d'août, il y a à Montcrabo le concours international de mentoring. Et cette année, c'est le 50e anniversaire dont nous avons décidé de faire le concours exceptionnel du roi des rois. Et reine, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont déjà gagné le concours des menteurs à Montcrabo. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y en a qu'une. Mais vous allez voir, elle est très, très, très costaud. Mais non, j'ai pas dit. Mais non, je vais pas vous dire. Marie-Laure, si tu m'entends, excuse-moi. Il va y avoir 11 candidats cette année. Et en plus, en dernière minute, il y a 3 jours. Allô, monsieur Delfour, oui, l'Académie des menteurs, oui, France Info. Ah, bonjour, oui. Bien voilà, France Info, on a décidé de lancer des défis à nos journalistes. Et un journaliste est venu me voir. Et il est arrivé ce matin en pleurant, je suis désolé. Mais oui, parce qu'on lui a demandé de venir faire le concours des menteurs à Montcrabo. Un peu de peau, c'est que les rois. Donc je lui dis, je suis désolé, je ne peux pas vous prendre aujourd'hui comme candidat, vous revenez l'année prochaine, parce qu'il n'y a que les rois et les reines. Mais il a tellement insisté, il m'a dit, je vais me faire virer, etc., etc., parce qu'il avait l'ambition de passer présentateur vedette, vous savez, là-bas, sur France Info. 105.5 à Montcrabo, monsieur. Et donc là, alors, on a dit quand même, on va faire quelque chose, pourquoi? Parce qu'à Montcrabo, les avocats, les journalistes, les dentistes, les météorologues sont attributaires de droit du diplôme des menteurs. Attention, attention, bac plus 10, à condition bien sûr de venir le valider le jour du chapitre annuel sur le fauteuil des menteurs, ce qui permet officiellement de pouvoir travestir la vérité en tout temps et en tout lieu. Alors comment va se dérouler le concours? On va tirer au sort les candidats, donc là ça va être au pif. Après le candidat va s'asseoir, va raconter sa menterie. Alors d'habitude une menterie ça dure 6 minutes, 8 minutes. Ensuite le candidat, une fois qu'il a raconté sa menterie, bien, monte sur le fauteuil des menteurs. Moi je ne peux pas le faire avec ma robe, quoique on verra tout à l'heure. Et il va embrasser la pierre de vérité. Vous allez voir, le journaliste, il va le faire tout à l'heure. Ensuite, il va se retourner et il va dire, je jure de travestir la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. Ensuite, il va revenir, il va descendre du fauteuil et monsieur le président de l'Académie des menteurs, en vertu qu'il est son confrérie, il va remettre le brevet de menteur à tous les candidats. Ensuite, il y a 2 pages avec un sac de jute. Les académiciens vont être tout autour de la place avec un sac en jute, une salière en bois et une cuillerée. Plus l'histoire est bonne, plus on met de cuillerée de sel dans le sac. Et ensuite, vous avez compris, on a les ingénieurs des poids et mesures ici, on n'a pas encore installé la bascule Chinquet. On va voir, il y a une jolie bascule. L'ingénieur des poids et mesures va peser. Et celui qui aura le plus gros poids de sel sera élu roi des rois. Alors non seulement c'est pour l'année à venir, mais là, roi des rois, ça va être pour 10 ans. On fait à peu près ça tous les 10 ans, voilà. Donc, nos académiciens vont pas tarder à arriver. Vous allez voir, alors, il y a un candidat qui a été déjà roi des rois en 92, je crois, Fred Pojorowski. On aurait pu très bien le porter en triomphe ici, mais nous avons aussi le roi belge qui a gagné en 2018.
en 2019. Mais en 2019, après, on a eu le Covid. Donc, aujourd'hui, il a été élu en 2019, il a été encore au roi en 2020, en 2021, aujourd'hui, il va remettre son titre en jeu, et on a trouvé normal que ce soit lui qui soit porté en triomphe. Voilà. Tu sais descendre au moins? T'es allé manger là-bas parce que fais gaffe, c'est dangereux là. Attends, hop, ça y est. Elle est belle, hein? Hop, attention, on y voit la culotte. Voilà, hop. Une histoire qui va suivre absolument. Je travaille pour la radio, une radio qui s'appelle France Info. Vous la connaissez forcément parce que c'est la radio la plus écoutée au monde, et notamment dans le Lot-et-Garonne. Ici, 98% des gens écoutent cette radio. Si vous n'en faites pas partie, posez-vous les bonnes questions. C'est un métier formidable, journaliste, parce qu'on fait toujours de drôles de rencontres. Par exemple, saviez-vous que le doyen de l'humanité était de chez vous? Non? Vous ne le saviez pas, il a 92 ans, 192 ans, pardon. Il a 192 ans, le gars. Oui. Et il est frais comme un gardon, je vous l'assure. Hein. Il habite dans une espèce de petite cabane dans une forêt, pas loin d'ici. Je suis venu l'interviewer il y a quelques années. Alors au départ, j'étais pas emballé par l'idée, parce que d'abord c'était difficile de le trouver. Son adresse était restée bloquée au 19e siècle. Ça disait pour le trouver après l'arbre en forme de bec de canard, prendre légèrement à gauche puis à droite en longeant la rivière, qui ressemble d'ailleurs plutôt à un petit ruisseau. Vous serez d'accord, on a quand même fait un petit peu mieux comme adresse. J'ai passé quand même 2 jours à mettre la main dessus avant de pouvoir lui parler. Bon, finalement, ça valait quand même le coup. Il faut dire qu'il avait plutôt des choses à raconter. Il a quand même connu la monarchie, le Second Empire, les 2 guerres et tout, pas mal. Et pourtant, il continue à faire 150 bornes de vélo tous les dimanches. Respect à ce monsieur. Alors, sur son prénom, quand il est né, il s'appelait Donatien. Et puis ensuite, il a changé de prénom pour s'adapter à l'époque, hein, bien sûr, comme il a vécu très longtemps, il s'est appelé Marcel, ensuite il s'est appelé Michael, et puis maintenant il s'appelle Kevin. Voilà. Il s'est adapté évidemment à notre monde d'aujourd'hui. Bon, en revanche, il parle forcément un français un peu bizarre, mais ici on est un peu habitué, n'est-ce pas? Bon, physiquement, c'était un mélange un peu entre Alain Delon, jeune, et Valéry Giscard d'Estaing, vieux. C'est-à-dire une certaine forme de puissance physique, quand même, et en même temps une certaine forme de mollesse. Un mélange un peu étrange, mais bon, pour 192 ans, on lui pardonne. Il a eu 5 femmes, 14 enfants, pas tous en même temps bien sûr. Il est donc arrière grand-père, respect. Bon, je dois faire court, moi j'avais le droit à que 3 minutes, donc je vais m'arrêter bientôt avant de finir la seule et vraie question, bien sûr, que vous vous posez et qui vous intéresse. Quel est son secret de longévité? Je l'ai moi-même pas vraiment percé. Il m'a dit qu'il buvait du lait de chamel tous les matins au petit déjeuner. Bon, je suis pas sûr que ce soit ça, j'ai même de gros doutes. Il paraîtrait aussi qu'il a été roi des menteurs ici plusieurs fois pendant ses différentes vies. Qui sait, il est peut-être derrière vous. Et peut-être que mentir, finalement, ça conserve. Bravo, je dois reconnaître que vu le peu de temps qu'il a eu pour préparer sa mentorie. Alors, attendez, restez là, cher ami, voilà. Ah. Alors, bien sûr, comme tous les candidats, pour avoir son brevet des menteurs, il faut monter sur le fauteuil des menteurs. On monte sur le fauteuil des menteurs après la mentorie. Voilà. Voilà, vous mettez le micro contre la pierre, non, je rigole. Et là, vous embrassez la pierre de vérité. Ah, vous faites un bisou. Voilà, vous vous retournez, vous levez la main droite. Voilà, et vous dites, je jure de travestir la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. Et là, Monsieur le Président, et maintenant, Monsieur le Président, on va se faire un plaisir de lui remettre le brevet des menteurs. La vérité, en tout temps et en tout lieu, les amants du gage, je le jure.
Voilà, c'est le premier journaliste présenté à mon travail, mais tous, comme les dentistes, etc., ils peuvent venir le valider sur le fauteuil des menteurs le premier dimanche du mois d'août. Merci mon ami. Bonjour. Donc, on ne vous l'a peut-être pas bien expliqué, mais le principe de la menterie, c'est de venir s'asseoir donc tranquillement, vraiment sur ce trône, sans stress, rien, tout va bien, et de venir raconter des histoires sur un sujet qu'on maîtrise plus ou moins bien, en fonction de son degré de préparation. Je vais vous dire, moi, mon degré de préparation, il est très très light, parce que mon mari, jusqu'au dernier moment, m'avait promis des vacances, et je pensais pouvoir me défiler en fait aujourd'hui. Donc voilà, mais je suis là. Et je vais vous dire vraiment, du coup, en toute sincérité, des choses, parce qu'en fait, moi j'ai vraiment rien à perdre. J'ai perdu toute crédibilité le jour où je suis devenue reine des menteurs. Autorité parentale, c'est fini. Mon travail, c'est fini. Donc vraiment, j'ai malheureusement plus rien à perdre, je vais tout déballer. Et toutes les ficelles de la menterie, c'est pour aujourd'hui. Voilà. Alors la légende raconte que parmi les 6 reines qui sont sorties du lot, elles ont été que 6 reines à sortir du lot des mâles alpha dominants qu'on voit ici, illustres compétiteurs de la menterie. Et petit aparté sur la parité, je comprends pas, ça fait 12%, ça me semble pas suffisant. Voilà. Donc la reine, toujours elle avait réussi à imposer le crudisme, elle pensait. Et là, bon, enfin, on va vous le dire comme ça, mais bon, c'est une fille quand même, donc pensée futile, enfin voilà, un peu comme moi. Et je sais pas si vous vous souvenez de cette pub pour les yaourts, c'était dans les années, je sais pas, peut-être 80 ou 90, il faut avoir plus de 40 ans là pour s'en souvenir, bon ça va aller. Et c'était une pub pour les yaourts, et donc la fille était comme ça, et puis elle disait, et ce que ça fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Vous savez ? Voilà. Et bien oui, mais voilà. Et donc en fait, la reine, elle n'avait pas d'autre ambition, elle voulait qu'à Moncrabeau, tout le monde soit beau, tout simplement. Parce que quand elle était arrivée, les Moncrabelais, ils étaient plutôt... Ah, je vois qu'il reconnaît ses copains. Il a été roi des menteurs en 2009. Il s'appelle Éric Michaud. Alors, c'est un conteur québécois, professionnel. Hey, je suis content tabarouette d'être ici cet après-midi à cette heure. Là, je vous ai perdu, hein. Je traduis. Ah, il y en a qui l'ont, là, c'est bon, ça. Presque. Mais, donc, très, très heureux d'être ici cet après-midi, tout à fait, sauf que, à comparer au Québec, il fait chaud ici, hein? Ah oui, moi je me suis dit comment je pourrais leur amener de la fraîcheur du Québec. Parce que ceux qui ne savent pas, au Québec, on a 2 saisons, d'accord? On a l'hiver et juillet. Et l'hiver, il fait froid, hein? Attention, hein, les températures, ça descend moins 25, moins 30, parfois jusqu'à moins 32. Ah ouais, on dit un froid de canard, hein, tellement que même les canards s'envolent vers le sud l'hiver. Mais il y a un avantage à l'hiver au Québec, c'est que ça préserve. Là, vous mettez quelque chose dans votre congélateur, ça se préserve. La preuve, regardez-moi. J'ai 87 ans. Ouais, quand même. Et là, ça va me faire plaisir de vous enseigner un mot du Québec, un mot typique, et vous allez l'apprendre. Quand il fait très froid au Québec, mais vraiment très froid, on dit qu'il fait frette. Ça, on le sent, ça saisit, il fait frette. Oh, il fait froid, il fait frette. Alors on va le faire ensemble. Au Québec, il fait tellement froid qu'il fait frette. Ça fait plaisir. J'ai 20 castors attelés à mon traîneau, et avec leur queue, ils tapent la neige. Alors ça glisse plus vite, hein? Je les nourris exclusivement qu'au sirop d'érable. Oui, parce qu'avec le prix de l'essence, hein, c'est moins cher. Évidemment, comme au Québec, il fait... Je les garde dans la maison, hein. Et là, s'il y en a qui se disent, oui, mais l'odeur... inquiétez-vous pas, les castors se sont habitués. Au début, j'avais une maison en bois rond. J'ai dû reconstruire. En briques.
Mais là, maintenant, il faut que vous sachiez aussi, j'ai fait un élevage d'orignaux du Canada. Et c'est pas pour me vanter, mais je fabrique un excellent foie gras d'orignal. Ah oui, hein, je les gave avec des castors. C'est rudement grave. Ça, c'est sa fourrure d'hiver. L'été, elle est brune. Mais là, mon plan est très simple. Ce soir même, je vais aller ensemencer cette truite ici dans la Baïse. Et dès demain, la température aura baissé de 5 degrés. Et chaque jour, de 5 degrés davantage. Ce qui fait que la semaine prochaine, vous allez être au point de congélation. Il va se mettre à neiger. Et là, je vois vos regards de peur, de crainte. Est-ce qu'on va rester dans la congélation pour toujours? Eh bien non. J'ai prévu, alors je vais laisser le soin à l'Académie des menteurs de Montcrabeau de contrôler la météo de tout le département. Alors j'ai amené ici des petits bonbons durs à l'érable. C'est la pâte préférée de la truite à fourrure. Alors vous mettez ça sur un hameçon, vous mettez la ligne à l'eau, seule la truite, la fourrure du Québec va mordre, vous la sortez de l'eau et la température va remonter dans la région. Et l'enfoiré, il a écrit sur mon bouquin, c'est le plus beau d'entre nous. Et lisez-le, il le mérite. C'est lui qui l'a écrit, je vous jure. Donc, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Monsieur Eric Dominique. Ah, mais alors, les mélanges, les deux, ils dorment ensemble, non? Dominique Liégeois. Merci. Vous connaissez tous la petite phrase suivante: j'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente. Oui, alors menterie ou mensonge? J'adore la menterie, j'exècre le mensonge et pourtant, je le reconnais, comme vous tous, j'ai menti. Je dis à dessein comme vous tous, car le plus grand mensonge à l'échelon de cette planète n'est-il pas le fait de cocher volontairement la petite case qui se trouve devant la phrase « J'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente ». Qui parmi vous, public Montcrabelet, académicien, candidat au titre de roi des rois, mes amis Mollon, qui parmi vous a lu et accepté en toute connaissance de cause les conditions générales de vente? Ah, je suis content de vous voir parce que j'avais fait le petit sondage en même temps. Qui a lu et compris? Félicitations madame, vous pourrez venir ici après, hein, vous expliquer. Qui a coché la petite case? Ah, je le savais. Je le savais. Je lisais énormément, je me suis rendu compte que nous avions 7 fournisseurs d'électricité en Belgique. 7 sociétés qui produisent du courant et qui la mettent sur le même réseau, sur les mêmes câbles. Je ne vous dis pas le bordel que ça donne. Je ne sais pas si on va s'en sortir. D'ailleurs, une de ces sociétés m'a contacté dernièrement par courrier pour m'inciter à passer à l'électricité verte. Je note, mais ça c'est juste pour l'anecdote, les initiés comprendront que le courrier s'est adressé à Madame Dominique Liégeois. Je ne vais pas revenir là-dessus, je vous en ai déjà parlé. Mon bête prénom épicène continue à me perturber, mais que soit. Revenons à nos moutons. Alors moi, je ne sais pas vous, mais pour moi, de l'électricité, il n'y en avait qu'une seule sorte, quoi. Ben, celle que tout le monde connaît, quoi. Messieurs, peut-être parce que par inadvertance un jour, vous avez pissé sur une clôture le long d'une prairie, ou bien que vous avez pris une belle petite décharge en tentant de réparer une prise au courant. Bref, cette électricité qui donne une lumière blanche jaunâtre, que tout le monde connaît, ici, on me parlait d'électricité verte. Alors, la publicité en question renvoyait à un site internet, la petite case. J'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente. Le lendemain, j'ai adressé mon bulletin de souscription. J'ai attendu patiemment mon électricité verte. Alors, je dois vous dire que quand je suis rentré à la maison, enfin, j'étais à la maison, j'ai tout allumé, tout, partout, pour capter le moment magique où ce halo vert allait enfin apparaître. J'ai attendu patiemment, je vous le disais, mais je dois quand même avouer que plusieurs heures, pendant plusieurs jours, à scruter les luminaires, ça devient long, même très long. Je dois vous dire que là, j'ai été agréablement surpris. En effet, à la sortie de Namur,
sur la route nationale 4 en direction de Bruxelles. Après avoir roulé environ 10 km, je me suis rendu compte qu'il y avait des abonnés à l'électricité rose. Je ne vous mens pas. Et mon sens aigu de l'observation, j'ai quand même été policier, hein, mon sens aigu de l'observation m'a fait me rendre compte directement que cette électricité rose avait un pouvoir calorifique bien plus élevé que l'électricité traditionnelle. En effet, dans toutes les maisons, les propriétaires, toutes les dames d'ailleurs, s'étaient assises à leurs fenêtres et étaient en partie déshabillées tant qu'elles devaient avoir chaud. Je me suis donc arrêté à la première de ces maisons. Je me suis présenté à la porte, une dame très gentille s'est empressée de m'ouvrir et je lui ai posé la question de savoir quelle était la société qui lui délivrait du courant rose, alors que moi, mon électricité verte, je ne l'avais toujours pas vue. Ouais, mais je sais pas, ma question était tellement marrante, je sais pas. Elle s'est mise à rire, mais à rire. Et vous connaissez le dicton qui dit « Femme qui rit est à moitié dans ton lit ». La jeune dame, grâce à son électricité verte, je peux vous dire qu'elle n'avait pas froid aux yeux. Mais à côté de ça, au niveau du sens de l'hospitalité, alors là, rien à redire. Hein. Avant même de me parler de son fournisseur d'électricité rose, elle m'avait offert le champagne, elle m'a fait visiter l'endroit, il y avait des divans partout. Un bon petit parfum de jasmin qui flottait délicatement dans l'air. Et dans sa chambrette à l'arrière, très très peu d'électricité rose. Elle avait allumé quelques bougies. Et la copine avait une collection de jouets pour ses moments intimes qu'elle n'avait pas eu le temps de ranger. Beauchamp. Non. Non, non. Aimé Servat. Ah, excusez-moi, je me trompais. Je vous ai pas reconnu. C'est pour ça que je vous reconnaissais pas. Non, il n'a pas pu venir. Ah, il n'a pas pu venir, Michel Beauchamp. C'est moi qui le remplace. Ah ben, d'accord. Ah ben, c'est pour ça que je ne le reconnaissais pas. C'est peut-être ça. Mais quand je vous ai dit Michel Beauchamp, vous m'avez rien dit. C'est pour ça. Non, parce que je le remplace. Sur le CD. Ah bah, et pourquoi vous m'avez fait la bise alors si on ne s'est jamais vu? Parce que c'est peut-être Michel Beauchamp. Ah, d'accord. Ah, c'est compliqué. Il était au passage. Alors, Faites de en fait, avec le comme vous magistrat. voulez, vous appelez, mais vous racontez une belle menterie. La menterie, elle se poursuit depuis 2014. Ah oui, c'est vrai. Et oui, quand j'étais venu ici, je vais poser mon postérieur sur le trône, et je lui ai raconté, c'est pas une histoire, c'est véridique d'ailleurs, c'est l'entreprise qu'a créée mon grand-père en 1978. Parce qu'il a eu l'idée, mais parce que tout a commencé, il voulait un portail électrique à la maison, mais seulement ma grand-mère ne voulait pas. Comme j'ai été élevé chez eux, très longtemps, j'ai pu suivre toutes ces histoires. Et là, c'était la querelle, tout le temps, c'était la querelle. Et il disait, je vais faire ce portail électrique. Et le portail électrique il était à 200 mètres de la maison. Et je disais, oui, mais qu'est-ce que tu veux faire, disait ma grand-mère. Je vais passer un câble. Et, ah non, là, il est hors de question que tu fasses des tranchées avec des tractopelles et tout ça. Tu vas nous polluer tout le sol avec toutes les planteries que j'ai fait, avec les plantations que j'ai faites là, avec des rosiers. Il y avait de tout comme fleurs. Mais l'idée, elle est là. C'était une taupe qui arrivait. Il s'est dit, mais je vais lever des taupes. Je lui ai fait, mais papy, comment tu vas faire pour lever des taupes? Et puis, je vais me servir d'elle pour m'amener le câble électrique dessous plutôt que dessus. Et oui, mais comment tu vas faire? Eh bien, c'est simple. D'abord, il faudrait que je sache ce que va aimer la taupe. Et puis là, comme il était pêcheur, et bien, il a donné une petite teigne, il en avait attrapé une, il lui avait donné une petite teigne et elle a donné ça. Et puis là, pour aller dans la trajectoire qu'il voulait, il s'est dit comment je vais faire. Alors, en calculant bien et en faisant des recherches, il s'est rendu compte que la taupe, elle avait un odorat très développé. À bout de 3 mètres, elle arrivait à avoir la teigne. Mais alors, il a fait un trou de départ à partir du portail. Comment? Alors, il a fait à la verticale un trou à l'intérieur comme ça de 30 ou 40 cm, tout dépend de la taille de la taupe. Et puis il avait pris la taupe, il avait créé un petit harnais en cuir tout autour de la taupe, il avait mis la bobine de ficelle comme ça, et puis la bobine elle traînait derrière. Il a mis la taupe au fond du trou. Je lui ai dit, comment tu vas faire, papy, pour mettre la... Non, mais tu vas voir, ça va t'amuser. Il m'a dit, je vais lui mettre une petite plage, comme ça, elle va glisser, voilà, ça va faire un petit toboggan. Voilà. Elle arrive au fond, et après, à 3 mètres, il a mis un autre arrière, il a fait un trou, à la verticale, comme ça, il a mis la teigne. Et là,
il m'a dit, tu vas voir, là, 3 minutes 20, elle va arriver la top. Et là, top chrono, il attend, et puis là, effectivement, la top est arrivée. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et je vais continuer 3 mètres, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la maison où il y avait le compteur électrique. Et puis un jour, quand même, il avait une demande là, pour un portail électrique, et il s'est dit quand même, là, il s'est passé quelque chose. C'est là qu'il avait des amis de santé, mon grand-père, c'est comme ça qu'il a fini le pauvre. Alors il avait une top, il l'adorait, elle s'appelait Adèle. Et alors il avait amené Adèle, il a dit, tu vas voir, celle-là, c'est la plus vaillante. Parce qu'il y en avait des vaillantes, mais il y en avait d'autres qui étaient moins vaillantes. Il y en avait une, il la mettait au fond, elle tournait comme ça, comme une utopie. Pareil, il y en avait une qui aimait bien la musique, parce que c'était les plus vaillantes, les femmes. Elle adorait la musique, et puis elle écoutait du rock and roll. Alors, on l'avait appelé Zizi Top. Et après, donc il est arrivé sur ce chantier, il m'avait amené, et puis là, il avait amené Adèle. Donc pareil, la carrière, 60 cm de profondeur, 30 de diamètre, il introduit la top au fond du puits, et là, top chrono, et là, impossible. Adèle n'était pas revenue plus loin dans l'autre carrière, j'ai dit, là, il y a quelque chose qui se passe. Donc il a amené au vétérinaire, le vétérinaire lui a fait une autopsie, et là il a dit, oh non, le vétérinaire, il m'a dit, elle est morte Adèle. Mais oui, mais monsieur le vétérinaire, de quoi elle est morte cette top? Si je tenais vraiment. Mais je regardais parce que, en fait, c'est pas de l'eau qu'on lui avait donné. Et c'était comment? Il s'était trompé de flacon, il avait mis du stop. Alors c'est dommage parce qu'on n'avait que des top modèles. Alors. Mais il était très connu avec le bébé. Alors oui, c'était le top gun des troupes. Oui, c'est comme ça qu'on l'avait appelé. Oui. Et c'est comme ça que l'entreprise, c'est moi qui l'ai repris. Et depuis, j'ai du travail, depuis 2014. Parce qu'il n'y a pas que ça, maintenant il y a la fibre optique. Et ça, il y a eu du boulot, oui, mille Dieu. Alors les gens ils me demandent, mais alors, comment ça se fait que vous ayez eu cette idée? Alors j'ai dit ça, mon grand-père n'a jamais voulu le savoir, le dire, parce que ça, c'est top secret. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous n'êtes pas sans ignorer que Pierre Loti, célèbre écrivain français et académicien français du début du XXe siècle, a vécu et repose aujourd'hui dans l'île d'Oléron, d'où je viens. Pierre Loti est l'auteur de nombreux ouvrages très célèbres, Ramucho, Pêcheur d'Islande, Moby Dick, Le vieil homme et la mer, L'île mystérieuse et beaucoup d'autres encore. Mais il est aussi l'auteur de récits plus confidentiels, comme Vaillant pêcheur de la Connière, qui raconte la vie quotidienne des marins pêcheurs de l'île d'Oléron. À cette époque, notre port de pêche s'appelait la Connière, et ses habitants, les connards. Ceux qui n'avaient jamais posé aucun problème dans l'île d'Oléron jusqu'en 1936, à l'arrivée des premiers touristes en congé payé. Les habitants durent subir tout l'été les moqueries et les grosses plaisanteries bien lourdes des touristes, ce qui, chez les marins-pêcheurs quelque peu susceptibles, déclencha quelques bagarres. Et les habitants devinrent les cotinards, ce qu'ils sont toujours aujourd'hui. Il faut vous dire que dans les années 30, la Connière était le troisième port de pêche de la façade atlantique. Certes, derrière Lorient et Saint-Jean-de-Luz, mais loin devant Angoulême, Dax et Mont-de-Marsan. Les cotinards, nous appellerons comme ça maintenant, les cotinards, quand ils partaient pour une expédition vers le Grand Nord canadien, mettaient dans les cales de leur bateau des barriques de cognac. Comme ils partaient pour une quinzaine de jours, ils partaient donc avec ces barriques de cognac qu'ils échangeaient, arrivés au Québec, contre des grandes outres en fourrure de ragondin. Alors, le ragondin est un cousin du castor, mais les castors étaient occupés à tirer les charrettes. Donc ils échangeaient, je vais rire de mes bêtises maintenant,
Ils échangeaient leurs barriques de cognac contre des grandes outres en fourrure de ragondin qui, une fois remplies d'eau de mer, leur permettaient de rapporter les poissons vivants jusqu'à Oléron, puis ensuite de se tailler de magnifiques habits de travail en fourrure, chauds et imperméables. Leur pêche habituelle était la morue. Les groupes de morues, de nature peu farouche, se repéraient facilement parce que toujours entourés de quelques maquereaux. On les pêchait avec des filets spéciaux qui étaient décorés de breloques, de brillants et de quelques bracelets. Mais surtout, le but principal de l'expédition était Saint-Pierre-et-Miquelon. Pratiqué, il arrive que par lapsus, certains disent Pasquale-Miquelon au lieu de Pasquale-Ballon. Vous remarquerez aussi que les ballons de rugby actuels ont gardé les dimensions et la forme du Miquelon. Rien n'a changé. Malheureusement pour lui, le Miquelon avait un défaut génétique qui lui a été fatal. Il n'avait que 2 nageoires. Une nageoire à la queue horizontale qui lui permettait d'avancer et de reculer, et une nageoire dorsale qui le maintenait droit. Vous l'avez compris, le Miquelon pouvait avancer ou reculer très vite, mais ne pouvait pas changer de direction. Il était donc facile à pêcher, il suffisait de positionner le chalut dans l'axe du banc de Miquelon, et comme il était craintif, de taper sur l'eau 3-4 fois avec une grande rame en bois appelée pigouille. Aussi sec, le banc de Miquelon filait en marche arrière directement dans le chalut. 87, première fois roi des menteurs. En 92, il a été roi des rois. En 2007, il a été encore roi. Et c'est tout, je crois, c'est ça. Voilà, c'est déjà pas mal, 3 fois, mais roi des rois. Mon crabelet, mon crabelette, mesdames les cardinales, messieurs les cardinaux, et vous tous, mes sœurs et mes frères, en Gasconnerie. Vous vous souvenez du concours fabuleux de l'année dernière? C'était géant. Et puis le Belge qui a gagné avait une histoire magnifique. Il méritait, je me suis régalé. Et je vous rappelle, pour ceux qui étaient là et ceux qui n'étaient pas là, que j'ai fini 3e de ce concours. J'étais content, j'étais sur le podium. Aujourd'hui, je vais vous faire une confidence. J'ai eu beaucoup de chance l'année dernière qu'il n'y ait pas eu de contrôle antidopage. Car si on m'avait fait pisser, on aurait vu que j'étais pas clair et j'aurais été disqualifié. Pour éviter pareille tricherie, je propose qu'à partir de cette année, il y ait un contrôle antidopage sur les 5 premiers, dès la ligne d'arrivée, dans une boîte de fous. Ma secrétaire n'arrêtait pas de grimper au rideau, le directeur commercial descendait l'escalier sur la rampe, le chimiste faisait les pieds au mur, la comptable ne voulait plus descendre du lustre, où elle s'était installée en gueulant « à moi, compte de mots ». Et le facteur courait après le chien avec de petits wawas, alors que d'habitude c'est le contraire, mais avec de gros wawas. Je réfléchis, ça m'arrive parfois, je cherche l'erreur. Qu'est-ce qui fait la différence entre la garbure traditionnelle et celle-ci? C'est le sel de mon crabeau. Donc, je prends le peu de sel qui me reste et je demande à un chimiste de mes amis de m'analyser le fameux sel. J'ai là le résultat de l'analyse à votre disposition. Président, pourquoi tu tousses? J'ai découvert tout à fait par hasard, à l'insu de mon plein gré, parce qu'on s'était bien gardé de me mettre dans le secret, que mon crabeau est le centre mondial de la traite de la blanche.
Nul n'a jamais vu l'ombre d'une canne à sel autour de mon crabeau, donc point de sel. Par contre, ce que l'on trouve à perte de vue, à la saison, ce sont des champs de cannabis todénas, plus connus sous le nom de cannabis, ou arbre à cam, parce que l'arbre à cam en tête. La récolte coupée est montée à dos d'âne jusqu'au village. Ils préfèrent passer la coque à l'âne. Puis elle est traitée dans des appareils tirés par des chèvres, communément appelés alambics, et qui n'ont jamais vu la moindre goutte d'armagnac depuis belle lurette. Le cycle de production est terminé. Reste le problème commercial, et pour vous jeter la poudre aux yeux. Et les 12 menteurs qui sont là, c'est tous des trafiquants venus s'approvisionner. Certains m'ont mis au défi d'en parler. J'ai répondu à chiche. D'autres m'ont poussé, dis-leur, dis-leur. Et je vous le dis, c'est tous des trafiquants. Et rappelez-vous, l'année dernière, c'est une Canadienne qui a été l'héroïne de la fête. Il y avait même, des Belges. C'est carrément hallucinant. Vous vous rappelez, il y avait un Colombien, un gars de Colombey les deux églises. Alors, la fête finie, chacun repart dans son pays, au Canada, en Colombie, en Belgique, en Italie, que sais-je, en Allemagne. Ils arrivent à la douane. Vous n'avez rien à déclarer? Non. À question con, réponse intelligente. Est-ce que vous avez déjà vu un imbécile qui dise « j'ai quelque chose à déclarer » ? Oui, mais là, dans le sac, ça c'est rien. C'est du sel de bon crabeau. Alors, le douanier qui est bilingue, ils sont tous aujourd'hui parfaitement bilingues. Ils demandent Kesako. Ils expliquent la tradition, ils racontent leur menterie. Le douanier, lui, se marre, il se tape les cuisses, il dit « celle-là, elle est bien bonne. Passez, vous reviendrez quand vous voudrez, vous me raconterez la dernière. » C'est ainsi que ce trafic s'est installé. Il faut que cela cesse. Il ne faut plus que le marché de la drogue dure. Alors je vous propose un marché. Ou bien vous me donnez à moi tout seul tout le sel de mon crabeau. Cela reste strictement entre nous. Je ne dis rien à personne. Ou bien je me mets à table et je dis tout à la presse et aux gardes des Sceaux. Et afin de vous aider à rendre un jugement serein, gai, je vous fais cadeau en prime de mes devises qui sont et de toi, le sel m'aidera, et surtout LSD, c'est-à-dire le sel dedans. Merci. Il ne l'avait rien. Et un jour, le curé il nous demande, quand on monte au ciel, quelle est la partie du corps qui arrive la première? Alors il y en avait un très branché, qui a dit ça doit être les mains, parce que quand on prie, on met les mains comme ça, et on dit oh mon Dieu. Et l'autre qui dit ah non, moi je pense que c'est les pieds. Parce que l'autre jour, papa et maman, ils avaient laissé la porte de la chambre en l'air. Maman avait les pieds en l'air, et elle criait oh mon Dieu. Oh mon Dieu! Eh bien, heureusement que papa y était dessus pour la retenir. Je pense que le monde aussi. Je vous propose de revenir l'année prochaine pour la suite.
candidats qui ont été mis à l'honneur jusqu'à maintenant. Vous savez qu'il en reste un. Celui-là aussi, il mérite d'être mis à l'honneur. J'espère que vous lui réserverez aussi un bon colonial. Monsieur Loubagne, 205 grammes, Éric Michaud, Montréal. Voilà ce qu'on appelle au Québec. Oui. Oui. Alors si ça pèse trop, tu me laisses, je te allez. Monsieur le maire de Nicolas, parce qu'on en a deux là, bien sûr, il t'a remis une coupe qui nous vient directement du Québec. Comme ça, tu nous ramèneras là-bas. On est un peu ennuyé parce que dans ses bagages, il n'a droit qu'à 23 kilos. Là, il y a déjà 18. Non mais, et on lui a donné pour ça, pour qu'il puisse le laisser ici. Et je voudrais féliciter tous les candidats, bien sûr, mais vous voyez que le trophée, entre guillemets, le titre, va à l'étranger. Donc j'espère que l'année prochaine, hein, cette année qui va suivre, vous allez tous bosser dur pour que l'année prochaine, le trophée revienne en France. Peut-être en Belgique, hein, mais au moins sur le continent, sur ce continent. Merci. Et peut-être que Monsieur le roi des rois va faire un petit discours aussi. Ah, bien sûr. Alors, si tu le fais en québécois, je vais traduire, ne t'inquiète pas. Vas-y, alors. On va écouter le discours de monsieur le roi des rois. Ouais, il serait pas bien là, tout le monde, on va dire une couple de mots de même. Oui. Et alors, il a voulu dire, je remercie Denis d'avoir de s'être présenté. Il a fait un très bon score aussi. Merci Denis, il a dit. En tout cas, l'affaire est bien organisée en esti, puis il faisait pas de tabarnak, fait qu'on s'est dit, hey, m'aller faire un tour. Ça... Merci à la sénatrice, au conseil départemental, il remercie tout le monde. Mais sérieusement, merci beaucoup à l'Académie des mentors de Montcrabeau, merci à la Royale Montcrabeau de Namur, merci à l'Italie, merci à vous tous, gens du public, d'avoir rigolé. Ah, on annonce le couronnement. D'avoir rigolé, d'avoir embarqué, d'avoir suivi ma lubie et ma folie québécoise. Et maintenant, vous connaissez un nouveau mot. Quand il fera froid, il fera... Merci beaucoup. Monsieur Éric Michaud, roi des rois, démenteur à Montcrabeau. Attention, ne pas tomber, majesté. Son Altesse, oui. La cape, il n'a pas mis la cape. Mais il y a aussi le cher Montcrabeau aussi, mais voilà. Mais vous l'aurez. Oh putain, il est beau. Et la photo là, Marie, tout ça, prenez la photo là pour envoyer à sa femme qui est restée là-bas. Ah, c'est pas loin, c'est colis! C'est une bombe! Tabernacle! Maintenant, on va mener le roi au marché gourmand et on vous attend tous là-bas. Ce soir, vous allez pouvoir manger